On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cause Mon Hôte, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. Aujourd'hui, l'hôte du jour est un homme multifonction, multitâche. Entrepreneur, communication, édition littéraire, bref, plein de choses. Sans plus tarder, l'hôte du jour c'est Alexis Onestas. Salut Alexis, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, ravi de te recevoir ici. Merci pour l'invitation. Écoute, c'est un plaisir. J'allais dire enchanté, c'est un plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je suis Alexis Onestas, comme tu l'as dit, multi-entrepreneur, originaire de Marie-Galante, en Guadeloupe. C'est déjà pas mal. Ouais. De toute façon, on va revenir. Je pense qu'on va détailler un peu tout ça. Exactement. Voilà. Donc, comme je le disais en intro, t'es multitâche, multifonction. T'as créé un groupe donc en 2000, je crois. Oui, on va dire. Enfin non, c'était pas encore un groupe à l'époque. C'était la volonté de, même pas la volonté de créer le groupe. C'était on va dire, c'était une activité de fan qui est devenue après une activité professionnelle puis un groupe. D'accord. Voilà. On va revenir à la genèse alors. Vu que tu dis que t'étais un fan. Bien sûr. Donc, comment ça commence cette aventure? Ça commence par le fait que moi, je suis un quarantenaire, je suis né dans les années 80. Et dans les années 80, quand tu étais quelqu'un, entre guillemets, qu'on appelle du hip-hop, tu vois, quand on se revendiquait comme ça, à la base, t'essayais tout. T'essayais des DJ, t'essayais de rapper, t'essayais de danser, voilà, plein de choses. Et moi, je l'ai fait. Et ensuite, j'ai voulu réunir un peu ces activités-là autour d'une même activité. Et ça a été le fanzine, le journalisme. Donc j'ai créé un fanzine, un magazine de fans, comme on dit. Et ça s'appelait déjà Au Maximum. Voilà, c'était mon nom de tagger, c'était mon nom de rappeur, c'était mon nom de graffeur. Donc j'ai pas été chercher bien loin. Et voilà, donc j'ai créé ce magazine et j'ai pu rencontrer grâce à ce magazine toutes les personnes en charge, en place, actives dans le hip-hop français à l'époque. Ce qui m'a permis de me faire un petit peu un nom dans ce milieu. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure Au Maximum. Ouais. D'accord. Et tu as des noms à citer parmi les c'était les personnes qui étaient en place à ce moment-là. J'ai pu faire NTM, j'ai pu faire IAM, j'ai pu faire Bustaflex, qui a été le premier à me faire confiance. C'est grâce à Au Maximum que j'ai rencontré Sully et Phil, avec qui je bosserai ensuite chez Royal Wear. J'avais été avec des amis faire un numéro spécial Marseille, donc j'avais pu rencontrer la Funky Family, les psychiatres. On avait fait un numéro spécial antillo-guyanais, donc j'avais pu rencontrer Yannis Odua, interviewer Lord Co-City. Bref, non, franchement, on a fait Fab, on avait fait Dans le choix donc de la FF, ça j'ai dit. On avait fait, j'essayais de voir un peu les couvertures, on avait fait le 113, on a vraiment fait quasiment tout le rap français de Diams à l'époque, avant même que son deuxième album qui a explosé ne sorte. On avait vraiment fait un maximum d'artistes et c'était vraiment ce qui me permettait de rencontrer tout le monde, autant les professionnels que les activistes. D'accord, donc là c'est une activité de journalisme. Exactement, enfin c'est une activité, c'est un grand mot, hein. C'est juste un jeune qui a entre 16 et 18 ans et qui décide de marquer, en fait, de faire quelque chose, parce qu'en fait à la base les auditeurs limite n'existaient pas à mon époque. Tout le monde, dès que t'écoutais du rap, tu faisais quelque chose, t'étais manager de quelqu'un, t'étais rappeur, t'étais graffeur, t'étais DJ, mais les gens qui ne faisaient vraiment rien et qui faisaient quand t'allais à un concert, tout le monde était quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi j'ai trouvé ma place dans le journalisme et puis enfin c'était déjà de la communication sans le savoir, et puis voilà, j'ai vraiment foncé là-dedans. T'as fait des études de com? Ouais, moi dès le départ, parce que j'ai commencé ce magazine-là, j'étais au lycée et le rap c'est quelque chose qui m'anime depuis que j'ai 7 ou 8 ans. Enfin le hip-hop c'était quelque chose qui m'animait depuis que j'avais 7 ou 8 ans. Et j'avais pas forcément les mots, j'avais pas les formations, j'avais pas les informations pour ça.
Mais dès que j'ai commencé à faire le magazine, quand tu fais tes choix en troisième là pour aller quand tu fais tes choix pour aller après le bac, pardon, après le bac, bah au final j'ai mis communication partout. Ok. Et c'était parce que tu voulais utiliser cette fibre de communication dans Ouais, c'est parce que je faisais déjà en fait. Ok. Je faisais déjà. À l'époque, je travaillais pour payer l'impression du magazine et du fanzine. Bah, en fait, je travaillais chez Urban Act, qui était une agence de communication et une agence de street marketing, enfin, qui est une agence de street marketing qui existe toujours aujourd'hui. Ce sont les leaders sur ce marché-là. Et en fait, comme j'étais là-dedans, tu vois, j'étais dans la communication, dans la promotion, je faisais mon magazine. Donc, en fait, quand j'ai débuté et quand j'ai commencé à vouloir chercher quoi faire dans mes études, j'ai pas été chercher bien loin parce que je savais qu'il fallait quelque chose qui me motive tous les jours à aller à la fac, quoi. Donc, tu avais la fibre, comme on dit. Exactement. Et on a reçu ici Valou Gold, Ouais. la marraine du hip-hop, qui disait que tout est communication et qu'avec la communication, tu peux tout obtenir. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah, je suis d'accord avec ça, oui, parce que c'est ce qui permet après, il y a comme me l'a enseigné quelqu'un qui m'est cher, en l'occurrence Juliette Fievé, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Mais donc oui, la communication est très importante. Après, si tu communiques sur quelque chose qui n'a pas de fond, l'arnaque va vite se voir. Et tu vois, dans tous les domaines, on l'a souvent vu, des gens qui avaient énormément de résonance avec des plateformes énormes. Si derrière, t'as rien à mettre sur cette plateforme-là et t'as rien à donner aux gens, bah, au final, voilà, ta communication ne dure pas très longtemps. Mais oui, la communication est ultra nécessaire. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Ça pour le coup, c'est ma vie, quoi. Tu mentionnais Juliette Févé et qu'elle t'est chère. Pourquoi? Parce que Juliette, déjà, elle m'est chère parce que d'un point de vue humain, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et d'un point de vue professionnel, c'est la première personne à avoir cru en ce que je faisais. Parce que lorsque j'ai commencé à vouloir développer un peu le magazine, j'ai fait comme ce que font les grands magazines. J'ai été chercher des pubs. Sauf que moi, mon magazine, il faut vraiment se rendre compte que c'était un magazine d'un adolescent. Donc c'était un papier, c'était un magazine photocopié en noir et blanc. Et c'est une des premières à avoir fait confiance en ce que je faisais et à avoir mis de la pub, donc de l'argent, dans mon magazine. Et ça, c'est quelque chose quand t'es un petit jeune qui a un projet, quand tu vois un chèque d'une maison de disques arriver chez toi, quand tu sais même pas comment encaisser le chèque, parce que t'as fait genre, t'avais un compte professionnel alors que t'en avais pas, et tu crées ton assos rapidement et t'essayes d'encaisser le chèque le plus rapidement possible, quoi. Mais c'est ce genre d'aventures qui seront inoubliables pour moi. Ok, ça marche. Donc, tu as créé ton fanzine qui s'appelle Au maximum déjà. Maximum. Donc après, est-ce que c'est à ce moment-là que tu crées Au Maximum Group? Est-ce qu'il y a une... Au Maximum Group, c'est vraiment tout neuf. Hein. Ok. C'est la marque Au Maximum et l'entité Au Maximum existe depuis un certain temps, parce que comme je te l'ai dit, c'était mon nom de tagger. Mais le groupe est tout neuf à partir du moment où on a commencé à avoir plusieurs structures. On a réuni ça dans Au Maximum Group. Mais avant ça, pour faire court, il y a eu Urbanac, il y a eu Royal Wear, il y a eu Make It Clap, une société dont j'ai fait partie pendant une dizaine d'années, où j'organisais plein d'événements, dont la plus grosse soirée hip-hop à Paris qui s'appelle Hip Hop Love Soul. Ensuite, après, il y a eu l'agence de communication Au Maximum, simplement, une agence de communication. Et puis quand on a commencé à monter plein de structures différentes autour de cette agence, là, j'ai commencé à me dire, ok, d'accord, il va falloir que je structure ça en groupe, en holding, et on a monté donc Au Maximum Group. Ok. Voilà comment ça s'est fait. Mais pourquoi tu décides justement de monter une holding comme ça? T'as été inspiré par quelqu'un? Ouais, clairement. De toute façon, mon inspiration, elle a toujours été claire, elle a toujours été directe. C'est Rocafella. C'est Jay-Z, c'est Damon Dash, c'est Biggs, qui en fait, au-delà de Rocafella, le label, avait Rocawear, avait Armadale à l'époque, avait plein d'autres structures comme les Diplomates, comme State Property, comme Rocafella Film, comme Damon Dash Film, etc. Et en fait, moi, c'est toujours ce en quoi j'ai cru, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir une seule structure qui peut monter et descendre et voir en fait disparaître, l'idéal, c'est d'avoir plein de savoir-faire différents et d'avoir des structures comme ça dirigées avec tes associés et qui vont, comme le dit Damon Dash souvent, c'est la théorie un peu de la pieuvre. C'est-à-dire que si demain, tu as une de tes tentacules qui va pas forcément bien, tu peux la couper et t'en restes en fait. Et donc en fait, voilà, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui Au Max Group, on a
différentes structures de marketing digital comme Statistix, on a une structure de management de danseurs comme Qd, enfin voilà, on a plein de structures différentes qui font partie d'Au Maximum Group. Ok. Tu parlais d'Amon Dash, tu l'as rencontré? À plusieurs reprises, ouais. Mais surtout, je l'ai rencontré et ça a été un choc déterminant dans ma vie parce que c'est lui qui m'a fait changer de route en fait. D'accord, pourquoi? Parce que en gros, donc j'étais journaliste et je me dirigeais vers une carrière de journaliste faite de piges, de rédaction, de tout ce que de tout ce qu'est une vie de journaliste. Et ça me convenait très bien comme ça parce que je pouvais faire tout ce que j'avais envie de faire dans l'hip-hop, je rencontrais des gens, j'étais cool et tout. Enfin voilà, c'était super intéressant. Et un jour, on me dit, voilà, Alexis, il y a Damon Dash qui est à Paris et en fait, on veut que tu l'interviewes. Et moi, en fait, je sais déjà à ce moment-là, on n'est pas énormément à Paris à savoir qui est ce mec à ce moment-là. Mais moi, étant un grand fan de Jay-Z et étant quelqu'un qui est vraiment bousillé par les producteurs et les managers, tu vois, j'ai tout de suite su et je me suis tout de suite renseigné sur qui était en France Kenzie, Sébastien Farran, enfin voilà, tous les gens qui étaient en fait derrière les stars que j'admirais. Et donc je sais qu'il y a Damon Dash, moi je suis limite fan du gars au plus que Jay-Z. Et donc je décide d'y aller, comme je parle très très mal anglais à l'époque, j'appelle mon pote Sind, qui lui était totalement bilingue et qui aujourd'hui est à la tête des programmes de BET en France. Sindanou, exactement. Okay. Et donc je l'appelle et on y va et en fait tu vois c'est au Plaza Athénée. Et pour te dire à quel point ce jour a changé ma vie, je ne savais même pas que c'était le Plaza Athénée à l'époque, tu vois, c'est un hôtel de luxe, un palace à Paris. Et je savais même pas que ça existait, moi, tu vois, j'étais un petit gars du 9-3 qui faisait ses interviews dans le hip-hop et donc on arrive là-bas l'été en short, en t-shirt, alors que c'est un palace 5, 6, 7, 12 étoiles si tu veux. Et on arrive là-bas et on se sent, je rentre dans les détails parce que c'est important, on se sent très vite regardé, jugé par les gens qui sont là, tu vois, qui se demandent en fait ce qu'on fait là. Et on se dit tout de suite qu'on n'est pas à notre place, tu vois, quand on arrive. Sauf que lorsqu'on arrive dans la suite qu'a réservé Damon Dash, eh ben on voit des mecs qui nous ressemblent, qui ont la même dégaine que nous, qui sont aussi en short, qui sont aussi en t-shirt. Et en fait, on les voit dans des conditions extraordinaires parce qu'ils ont loué 2 suites et que quand on arrive, ils nous filent de l'armadelle, on boit avec eux. Moi, je ne buvais même pas à l'époque. Ils nous font un défilé rockaware dans la suite avec des jeunes filles et des jeunes hommes qui montent et qui descendent un escalier parce que c'était une suite à étage. Enfin voilà, c'était assez incroyable. Et de là, on fait l'interview, ils nous filent des mixtapes, ils nous filent des t-shirts, ils nous filent enfin bref, on est vraiment dans un clip de Jay-Z en fait. Et ce jour-là, j'ai décidé je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, je ne savais pas vraiment ce que ça engendrait, est-ce que ça nécessitait, mais j'ai décidé de passer du journalisme à Damon Dash. Je voulais être Damon Dash, je ne voulais plus être rien d'autre. Il t'a vendu du rêve, quoi. Pas du rêve, parce que c'était concret. Ouais. C'était concret, tu vois. Disons que tu as vu ce qu'il faisait, tu t'es dit, il faut que je sois comme lui. Exactement, j'ai décidé d'être un entrepreneur dans le hip-hop, parce que c'était ma place, parce que voilà, j'aimais ce qu'il faisait, j'aimais ce qu'il représentait. Je comprenais qu'au-delà du bling, il y avait tout un projet derrière, parce que cette organisation-là, c'était durant un défilé, il venait en fait se mettre en avant sa marque, ses artistes, etc. C'était pas juste être là pour être là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et donc voilà, et c'est comme ça que l'aventure entrepreneuriale vraiment a commencé. Et on est en quelle année ? J'en ai aucune idée parce que je suis très mauvais dans les dates. Mais je sais pas, on devait être en 2002, 2003, quelque chose comme ça. Ok, voilà. Donc toi, 2002, ça y est, point de départ, quoi. Exactement. Ok, donc t'es pas comme certains qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale actuellement. Toi, t'étais déjà dedans. Ah ouais, non, de toute façon, moi c'est simple, hein, j'ai travaillé 2 fois dans ma vie, j'ai été salarié 2 fois dans ma vie, à 18 ans, 20 ans chez Urban Act. Et encore, très vite, je suis devenu intrapreneur parce que je gérais tellement de choses dans cette boîte et dans les 2 activités qu'ils m'ont confié, c'est-à-dire à la fois street marketing et à la fois la marque de vêtements qu'ils ont créée. Et ensuite, après, j'ai été responsable communication chez Royal Wear. Et pareil, j'ai ramené énormément de projets. Enfin, pour moi, c'était mes marques, entre guillemets, c'était mes projets. Donc, j'ai été 2 fois salarié et après, je ne fais que entreprendre, quoi.
Et même quand j'ai été salarié, je entreprenais déjà pour moi. C'est quoi un entrepreneur, s'il te plaît? Entrepreneur, c'est quelqu'un qui... Intra. Intrapreneur, Ouais. pardon, intrapreneur, bah en fait, c'est se considérer dans une boîte où tu es, entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif à ça, mais simplement salarié, comme le patron, et amener des projets, proposer des idées, prendre des risques, imposer ce que tu as envie de faire, proposer ce que tu as envie de faire, et mener des projets parfois qu'on t'a même pas demandé, quoi. Moi, chez Royal Wear, j'ai créé un magazine, j'ai organisé des soirées, on a créé avec Sully des choses dont j'étais même pas responsable, mais j'étais tellement à 300% dans la marque et avec le projet et avec Sully en tant qu'homme que je me suis donné à fond, et c'est ça pour moi un entrepreneur. Ok. Et donc, pour en revenir au Maximum Group cette fois-ci, donc il y a combien d'entités? Waouh, il y a Omax Books, donc la maison d'édition. Il y a Statistics, le marketing digital. Il y a Qd, qui est le management pour les danseurs. Une boîte de production aussi. Il y a le campus digital, qui est un centre de formation. Il y a l'agence 88, qui est une agence de communication qui se trouve en Guadeloupe. Il y a SFTB, qui a repris les activités d'Au-Maximum Agence, qui se trouve à Marseille. Il y a Au-Maximo, qui est une agence, qui est une SCI immobilière. Il y a, j'espère que je n'oublie pas parce que c'est la honte. C'est déjà pas mal déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais comment tu fais pour gérer tout ça? En fait, l'essentiel, c'est l'être humain. Et en gros, moi, j'ai monté des structures parce que j'ai eu des rencontres, parce que j'ai eu des bonnes idées qui étaient liées à des bonnes personnes. Ok. Tu vois, pour te résumer un peu l'histoire, par exemple, de Statistics, Elias est alternant au sein d'Au-Maximum, au sein de l'agence, et on décide de sponsoriser une vidéo pour l'agence. Et donc, je fais appel à des boîtes qui font ça, tu vois, parce que j'ai pas envie d'acheter des vues ou quoi, j'ai envie vraiment que ça soit des vraies vues avec des vrais gens derrière. Donc, je suis prêt à payer pour ça, sauf qu'on me donne un prix totalement pas raisonnable et qui n'a pas de sens par rapport au nombre de vues que l'on veut, etc. Donc, moi, je me dis, bon, quand même, là, c'est quand même abusé des clients que de proposer ce genre de tarifs. Donc, je décide de me renseigner là-dessus. Et Elias, qui était un alternant, se décide et justement fait un peu ce que j'ai fait en tant qu'intrapreneur au sein de Royal Wear et me propose de s'occuper de ça, tu vois, de prendre ça à bras le corps et de se renseigner concernant la manière de faire les choses. Et je lui dis, bah tu sais quoi, on va pas le faire à moitié, prends 500 € de budget et quitte à perdre des 500 €, je veux qu'à la fin on soit capable de le faire nous-mêmes. Quitte à se tromper, quitte à, tu vois, à faire des erreurs, à recommencer. Il gère ça un temps, il regarde, il fouille, il regarde, il essaye, il se trompe, voilà. Et à la fin, il comprend, il maîtrise et il gère Google AdWords, Meta, Facebook, etc., Snapchat, tout ce qui... TikTok n'était pas vraiment en place à l'époque. En tout cas, voilà, tout ce qui permet à une agence marketing de fonctionner. Et donc, je lui dis, bah écoute, on va ensemble monter une agence. On sera associé à 50-50. Et on va proposer à tous les clients d'Au-Maximum en tant qu'agence d'être nos clients en tant qu'agence marketing digital. Et c'est là, je te dis, pour répondre précisément à ta question, que c'est pas qu'une histoire de savoir tout gérer, c'est de savoir bien s'entourer. C'est de savoir s'entourer de personnes qui sont aussi motivées que toi et qui gèrent avec toi les différents business que tu montes. Et ça, c'est super important. Là, tu parles de délégation carrément. C'est plus que délégué parce qu'on est associé. Associé, tu vois, donc c'est pas comme si j'ai délégué les tâches. C'est-à-dire que tous les jours, on va chercher des business. Là, tu vois, pour résumer un peu l'histoire, là, lui, il gère au jour le jour l'agence, les clients, nos collaborateurs, etc. Et moi, là, je viens de boucler une levée de fonds par rapport à Statistics pour aller plus loin. Tu vois, donc on a vraiment des rôles très, très, très complémentaires. Et qui fusionnent bien et qui permettent à la fois de gérer le day-to-day et à la fois de voir à 4-5 ans ce qu'on va faire ensemble. Je vois. Mais même si tu es associé, etc., il y a quand même beaucoup de choses, donc tu es impliqué. Est-ce que ça,
des fois, au niveau de ta santé mentale, ça joue. Non, parce que malgré l'effort, malgré, malgré l'effort, malgré le temps, malgré la fatigue, malgré les défis, malgré le stress, j'ai quand même la chance de me lever tous les matins pour faire quelque chose que j'aime. Et c'est ça la base, c'est-à-dire que je pense que c'est très très compliqué quand tu travailles dans quelque chose dont toi-même tu n'es pas fan, qui est peut-être beaucoup plus lucratif que ce que je fais. Mais si par exemple ton métier c'est de vendre des tables, mais que tu n'aimes pas vraiment la menuiserie, le design, la vente, le commerce, et que tous les jours tu te lèves pour vendre des tables, même si tu deviens multimillionnaire, c'est là que tu ressens le stress, etc. Tu vois ce que je veux dire? Moi, aujourd'hui, si on doit parler par exemple d'Omax Books, mon métier c'est de lire des bouquins que j'aurais lus, de toute manière, puisque je les lisais avant de faire Omax Books, tu vois. Là, pendant qu'on fait l'interview, tu vois, je suis en pleine lecture du bouquin de Young Jeezy. Ouais, j'ai vu, je suis témoin. Voilà, c'est pas un bouquin que je vais traduire, mais c'est un bouquin que j'aurais lu à titre personnel pour mon plaisir. Donc, mais s'il avait été aussi intéressant et avait réuni tous les créneaux et tous les critères que je veux lorsque je traduis un bouquin, je l'aurais traduit. Donc en soi, quand tu me vois en train de lire un bouquin, c'est un plaisir. Derrière, la vente de mon bouquin, c'est d'aller rencontrer des gens que j'aurais aimé rencontrer dans la vie, tu vois, pour faire des podcasts, pour échanger avec eux, pour les croiser en train de lire les bouquins à des endroits, etc. Et derrière, c'est rencontrer les auteurs, comme je l'ai fait avec Issa Rae, comme je l'ai fait avec 50 Cent, comme je l'ai fait avec Rick Ross. On va y revenir, t'inquiète. Que de toute manière, j'aurais aimé rencontrer. Ouais. Donc, en soi, que les ventes soient hautes, faibles, qu'il y ait un souci d'impression, qu'il y ait un problème de distribution, etc., ce sont des problèmes à régler, mais que j'aime régler parce que la finalité est quelque chose dont je suis fan depuis que j'ai 7-8 ans, quoi. Donc, tu vois, voilà, et que j'ai toujours voulu faire. Donc ça n'influe pas en fait sur toi, imperturbable. Non, je suis pas un surhomme imperturbable. Des fois, c'est très très dur. Il y a eu des moments incroyables en termes de difficultés. Il y a eu des trahisons et des départs et des. On peut revenir sur une difficulté particulière parce que ça peut être intéressant. J'ai été très 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 transparent là-dessus, notamment sur les réseaux. Il y a de ça 1 an et demi, je me suis séparé de toute mon équipe à Paris. De toute mon équipe qui constituait l'agence au maximum. Parce que ça a été volontaire, ça a été impulsé par moi, parce qu'en fait, je ne ressentais plus l'énergie nécessaire pour mener à bien nos projets. Et en fait, plutôt que de rentrer en clash avec des gens que j'apprécie à titre personnel, j'ai préféré vraiment me séparer de tout le monde, parce que je pense qu'on avait tous atteint la fin d'un cycle et qu'il fallait renouveler les équipes, renouveler ma manière de bosser, que j'avais vraiment moi envie de travailler différemment, de travailler avec d'autres personnes, de travailler à l'international. Je pense qu'il était temps. Et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui, c'est-à-dire une réussite, tu vois, pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a retrouvé sa place. Moi, j'ai pu développer mes activités différemment. Et ouais, mais ça a été, là je t'en résume ça en une phrase parce que voilà, on pourrait refaire un podcast juste là-dessus, mais ça a été une période très 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 difficile, très 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 particulière quand même. Et trahison, t'as dit trahison. Ouais, trahison parce qu'il y a des personnes en qui tu crois, en qui t'investis, en qui que t'as parfois permis de, comment dire, que t'as parfois l'ascension, un peu de non, s'élever. t'as permis à ces personnes de s'élever, d'aller plus loin, de démarrer parfois. Et là, je parle pas d'une personne en particulier, hein, je parle vraiment de plein de gens différents. Et puis c'est là où tu reconnais les vrais entrepreneurs, parce qu'au final, quand il y a des difficultés, ben il y en a qui continuent, il y en a qui s'arrêtent. Et puis surtout, toi, en tant qu'entrepreneur et en tant que chef de groupe, bah, tu dois continuer à maintenir le cap du bateau, quoi qu'il se passe, quoi. Et donc ça, c'est des difficultés qui sont pas simples à gérer. Et ouais, c'est ce que j'appelle des trahisons, parce qu'en fait, à la base, il y a, au-delà des contrats, au-delà de tout ça, il y a des promesses, il y a des buts communs, il y a des ambitions, il y a des choses qu'on a envie de faire ensemble. Et puis quand tu te rends compte que au final, les personnes changent d'avis, mais pas dans un mood positif,
Bah ouais, mais après, tu sais, j'ai lu tellement. Ça me quelque chose qui m'a vraiment protégé de tout. C'est que j'ai lu tellement de biographies, tellement d'histoires. Je suis tellement fan des labels comme Bad Boy, comme Rocafella, comme Cash Money, comme tous les labels, comme Def Jam, tous les labels légendaires qui ont fait notre culture, qu'en fait, ce genre de choses, je m'y attendais parce que c'est arrivé à ces gens-là. Donc si c'est arrivé à des entreprises multimillionnaires, voilà, c'est pas moi que ça n'allait pas arriver, tu vois. Donc en fait, c'était tellement quelque chose que j'avais vu, anticipé, qu'on évite de passer à autre chose. Ok, merci pour ton témoignage et la transparence. Sans problème. Et justement, t'as combien de salariés, enfin tout ton groupe là? Je pourrais pas te répondre là comme ça tout de suite, parce qu'en fait les salariés sont sur, les collaborateurs, les salariés sont sur différentes boîtes. Ok. Mais aujourd'hui on doit être à une bonne trentaine, je pense, sur toutes les boîtes. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Et là, tout à l'heure, tu parlais d'agences spécialisées dans la musique. On va revenir un peu là-dessus. Donc, tu as Au Maximum pour les musiques urbaines, c'est ça? Alors, toute la partie agence a été redispatchée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, c'est SFTB, Started from the Bottom, qui gère toute la partie communication. Que ça soit hip-hop, non hip-hop, tu vois, généraliste, reggae, etc. C'est vraiment eux, c'est vraiment Valère, mon associé, et l'équipe à Marseille qui gère tout ça. Ok, donc toi, là, c'est... Donc, toi, c'est vraiment au Max Book maintenant. Moi, c'est au Maximum Group. Alors, moi, je suis plus dans la partie aujourd'hui gestion, parce que je pense que c'est mon rôle et je pense que c'est là où je suis bon. Mais parce que, tu vois, j'ai fait... en comptant les événements, ça fait 20 ans que je bosse dans la musique. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Et aujourd'hui, franchement, sincèrement, j'ai envie que des personnes puissent se développer des projets, construire des choses. Mais concrètement, c'est pas à moi aujourd'hui de dire à des jeunes de 18 ans ce qu'ils doivent écouter, la manière dont ils doivent se mouvoir, la manière dont ils doivent mettre en avant leur musique. Tu vois, aujourd'hui, je préfère que quelqu'un comme Valère, qui a cette énergie, l'aider à concrétiser quelque chose, une agence avec des bureaux, des salariés, des comme ça, pour que lui puisse concrètement faire la chose avec la génération. Tu vois, et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous manque beaucoup dans le hip-hop, et dans les cultures, dans notre culture en général. C'est un moment prendre le temps de regarder son parcours et de pas du tout ralentir, voire même encore d'aller plus vite, mais de permettre à d'autres personnes de faire ce qu'elles ont à faire, justement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça, c'est intéressant. C'est une belle preuve d'humilité. C'est un peu aussi la transmission. Exactement. Tu as l'air d'être beaucoup dans la transmission. Mais en tout cas, par rapport à ce que tu disais, les agences étaient montées de cette manière-là. C'est il y a l'agence 88 qui gère toute la partie afro-caribéenne. Donc avec eux, on a fait Wervana, on a fait Rachid Allison, on a fait plein d'artistes afro-caribéens. Ça te tenait à cœur de faire ça? Oui, clairement, parce que je suis caribéen et je dis caribéen parce que je suis très aussi porté sur les îles anglophones. Et ça me portait à cœur parce qu'en plus, on a vraiment apporté un plus, tu vois, par le fait de mettre en avant des artistes dans des médias où on les voyait pas. Quand on a amené, moi, ma fierté, par exemple, c'est qu'on a amené Wervana chez Combini. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement avec des artistes caribéens. C'est un exemple, mais il y en avait plein d'autres comme ça. Et il y avait Environnement qui était toute la partie pop et rock. On a fait David Hallyday, les Kids United, Bilal Hassani, bref, plein d'artistes comme ça, Bébé Brune, Stahl, Scheim, plein d'artistes pop. Et Au Maximum était donc en charge de toute la partie urbaine, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, c'est SFTB qui a repris toute la partie communication pour organiser. Tu vois, c'est la vie d'une entreprise. Tu changes, tu modules, tu concrétises ce que tu es censé faire pour aller plus loin. T'es dans la transmission, toi? Ah, à fond. Bah, déjà, avec les bouquins, premièrement, déjà. Et aussi parce que, comme je t'ai dit, moi, je suis arrivé en autodidacte complet dans ce business quand j'avais 18 ans. Et que je sais ce que ça amène à un entrepreneur d'être accompagné aujourd'hui. Et les 10 ou 20 ans que moi j'ai appris à découvrir des choses, tu vois, mais ça va très très loin, le niveau très très loin dans le manque d'information, le niveau auquel nous on part. C'est-à-dire que moi je savais même pas ouvrir un compte bancaire professionnel, je savais pas je savais pas où trouver mon comptable, je savais pas, tu vois, enfin plein de choses comme ça qu'on ne sait pas. C'est même pas qu'on ne veut pas faire, c'est qu'on ne sait pas faire.
Et aujourd'hui, voilà, quand on a monté Statistics, en 5 ou 6 mails, la boîte était montée, mon comptable, mon banquier, etc., tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui bénéficie à mes associés et c'est vraiment le sens de l'histoire. Et t'as beaucoup de jeunes qui t'envoient des messages pour avoir des conseils. Pas assez. Ok. Pas assez, je trouve. Pas assez parce que je suis quelqu'un qui est super accessible, qui ne donne pas, enfin je crois, en tout cas, je pense, qui ne donne pas l'image de, tu vois, tu m'as envoyé un mail, on s'est organisé, on a fait le podcast, tu vois, qui ne donne pas l'image d'être inaccessible, justement. Et je trouve justement qu'il n'y a pas assez de personnes dans la nouvelle génération qui proposent des idées, qui envoient, en tout cas à moi, peut-être à d'autres, mais en tout cas qui m'envoient des idées, qui proposent. Et c'est vraiment dommage, quoi. Parce que moi, je suis vraiment open à l'échange. Donc n'hésitez pas. Il y a WhatsApp aujourd'hui, il y a Insta, il y a les mails, il y a tout ça. Le message est envoyé. N'hésitez Non, mais pas. parce que je me suis dit peut-être que effectivement les gens t'envoient des messages pour essayer de savoir un peu ce que tu fais, ce que tu. Bah après, je donne beaucoup, tu vois. Je suis pas dans le mystère. C'est-à-dire que je donne beaucoup, je fais des workshops, je fais des conférences. Donc je pense qu'après, à un moment donné, si tu as besoin vraiment si tu as vraiment besoin à un moment donné d'avoir des renseignements, tu peux facilement les avoir avec moi. Ouais. Et mais après, moi, ce que j'aimerais vraiment aujourd'hui recevoir, c'est des propositions de structure, des propositions d'associations, des propositions de partenariat, des propositions de levée de fonds, tout ça. C'est parce que c'est super important que nous, on puisse, à notre tour, faire en sorte que les jeunes générations puissent avoir des choses à faire. C'est super important. Le message est lancé en tout Clairement. cas. Je trouve que ton approche est belle. En tout cas, bravo pour ça. Là, on a, je pense, fait le tour au niveau au maximum groupe. Ouais. Enfin, là, après, on va parler d'Omax Book. Mais ce que je te propose, c'est on va faire un petit jeu. Donc, j'appelle ça jeu des casquettes. Ok. Donc, tu vas être dans la peau de certains acteurs de la musique. Let's go. Et tu vas me dire, tu vas me donner une réponse et pourquoi cette réponse. Je t'écoute, vas-y. Let's go. On y va? Let's go. J'espère que le lot est intéressant. T'inquiète Tu me pas. diras ce que je gagne à la fin. Alors, si tu devais être l'auteur d'un morceau de musique, ce serait quel morceau et pourquoi? Si je devais être l'auteur d'un morceau de musique, je serais, je pense... J'ai pas donné une réponse de mytho, genre un morceau de Bob Marley pour qu'il y ait la paix dans le monde, etc. Artiste vivant ou mort? Je respecte à 100% l'artiste majeur qu'est Bob Marley, mais moi je suis plus quelqu'un de terre à terre et de capitaliste. Donc non, je dirais concrètement, non, tu vois, je dirais que je serais Joe Star et Cool Chain, Le Pouvoir. Ok, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le premier morceau que j'ai un soir, quand j'avais 7 ou 8 ans, mes frères m'ont forcé à regarder la télé. M'ont forcé à regarder l'émission Rapline, présentée par Olivier Cachin, qui passait sur M6. Et le morceau Le Pouvoir et le morceau donc que NTM ont clippé pour l'émission Rapline. Et ils l'ont clippé à Saint-Denis. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi à Épinay-sur-Seine, qui est juste à côté de Saint-Denis. Et en fait, j'ai reconnu des rues, j'ai reconnu des lieux. Et tu peux pas savoir à quel point, à l'époque où on manquait de représentation, où on n'existait pas en fait. À la télé, qui était l'alpha et l'oméga de tout, on n'existait pas, nous les noirs, nous les gens en banlieue, enfin on n'existait pas, la classe populaire. Et voir NTM faire ce morceau à la télé, ça a vraiment changé ma vie. Parce que j'ai vu des gens qui me ressemblaient, qui passaient à la télé, qui faisaient une musique jeune, dynamique, que je connaissais pas, hein. J'avais même pas encore de mots sur le rap, sur l'hip-hop, je connaissais rien, j'avais 8 ans, tu vois. Et ce morceau-là a changé ma vie, donc j'aurais aimé l'écrire. Ok. Parce que je pense qu'il a changé la vie de énormément de gens. Très bien. Si tu devais être l'interprète d'un morceau, ce serait lequel? Pourquoi? Artiste mort mort ou vivant? L'interprète? Ouais. En fait, ce qui m'a choqué, j'ai été voir Jay-Z en concert à la Fondation Louis Vuitton. Donc j'ai vu tous les concerts de Jay-Z, sauf ceux avec Beyoncé au Stade de France, qui m'intéressaient moins, mais j'ai vu tous les concerts de Jay-Z depuis qu'il vient en France. Et justement, je me suis rendu compte que, et là je mets au défi les auditeurs de ce podcast de me dire que je me trompe, mais pour moi, c'est le seul interprète
au monde qui est capable, sur ses 20, 25, 30 ans de carrière, de pouvoir réinterpréter ces morceaux de son premier album exactement de la même manière, avec la même dégaine, avec le même style, sans que ça passe pour quelque chose de démodé, ou sans que lui ait trop changé physiquement, etc., etc. J'ai vraiment réfléchi longtemps et je me suis dit, mais c'est incroyable que ça fait 20 ans que je vais voir cette personne en concert, et ça fait 20 ans qu'il fait des morceaux de son premier album avec la même voix, avec le même charisme, avec la même attitude, avec la même, qu'il interprète ses morceaux de la même manière, avec un DJ, avec un orchestre, au Stade de France avec sa femme, ou dans une salle particulièrement privée comme la Fondation Louis Vuitton. Et ça, si tu me trouves un autre interprète qui est capable de faire ça, et j'y ai beaucoup réfléchi, hein, à toutes les personnes, même Madonna, tu vois, les Rolling Stones, etc. Il y a toujours un changement, tu vois, si t'as vu, je pense, les Rolling Stones dans leur jeunesse, et si tu vois maintenant, voilà, c'est pas la même chose. Johnny Hallyday, pareil, c'était un interprète incroyable. Je pense que quand tu l'as vu à l'Olympia, quand il avait 20 ans, et quand tu l'as vu au Stade de France, c'était pas la même chose, tu vois, parce que je veux dire. Et là, je vois, en fait, et Jay-Z, je pense que c'est la seule personne qui est un interprète aussi incroyable, voilà. Mais toi, là, parce que là, tu parles du Jay-Z, mais Non, mais justement, si je devais moi être interprète, ça serait lui, parce qu'en fait, c'est tout ce que je viens de te raconter, c'est-à-dire que c'est un interprète qui ne change pas, en fait. Et t'as un morceau en particulier? Ben, quand il te fait n'importe quel morceau de son premier album, Original Dub, c'est incroyable, quoi, de voir que le gars peut rapper ça de la même manière que quand il avait 30 piges, il en a 50 et il fait la même chose, quoi. Okay. Donc tu prends n'importe quel morceau de ce morceau-là, ou prenons un album un peu plus connu comme Blueprint. Tu vois, quand il te fait Song Cry, c'est incroyable de voir à quel point ce morceau n'a pas changé, quoi, n'a pas bougé, sa voix est la même, son attitude est la même, tu vois. T'as déjà eu l'occasion de le rencontrer, Jay-Z? Non, et c'est pas quelque chose que je veux forcément. Pourquoi? Parce que je pense que... En fait, je veux pas le rencontrer en tant que fan. J'aimerais bien un jour qu'on se rencontre pour avoir une discussion réelle. Parce que je suis Alexion Estas, parce que j'ai traduit son bouquin, ou parce que j'ai une collaboration à faire avec lui, ou parce que voilà, je veux pas le rencontrer dans un restaurant et venir lui serrer la main en lui disant « Ouais, je suis fan de toi », parce qu'en fait, ça, il l'a déjà vécu 1 milliard de fois, lui. Quand j'ai rencontré 50, quand j'ai rencontré Rick Ross, quand j'ai rencontré Issa Rae, on a eu des discussions autour de notre collaboration. Et ça change tout, en fait, d'un point de vue statut, d'un point de vue intérêt de la discussion, et d'un point de vue échange. S'il y avait juste vu Issa Rae pour lui dire « Ouais, j'ai regardé Insecure, j'ai trop kiffé ta série », en vrai, ça, on lui dit tous les jours. Donc en vrai, elle m'aurait juste dit « Ouais, merci », et elle serait partie. Là, on a eu une vraie discussion, et c'était assez incroyable. Ok. Si tu devais assister à un live d'un artiste mort ou vivant, ce serait qui? Pourquoi? Et ben là on va parler de Bob Marley, parce que je pense que un live de Bob Marley, je pense que c'est quelque chose qui a dû être vraiment, tu vois, je pense que tu rentrais dans une transe, tu vois, je pense c'est quelqu'un en plus qui avait un charisme, et qui avait un charisme sans être star. Tu vois, j'aurais pu parler de Michael Jackson par exemple, mais je pense qu'il y avait une telle distance entre les êtres humains et Michael Jackson que j'ai jamais eu la chance de le voir en concert, mais que tu assistais à un spectacle. Je pense que Bob Marley, t'assistais limite à un échange. Tu vois, il était tellement proche du peuple que c'était une star du peuple. Et donc, si on me donnait le choix, comme tu dis, d'avoir un ticket de concert pour n'importe quel artiste, je pense que j'irais voir Bob Marley. Et puis après, soyons francs aussi, je pense que les concerts de reggae, c'est quand même une ambiance particulière pour X ou Y raison. Et je pense que quand même, tu dois bien kiffer un concert de Bob Marley pour plein de raisons. Parce que les fans de reggae sont quand même particulièrement attachés à leur musique d'un point de vue culturel. Ouais. Et voilà, je pense que ça doit être ça a dû être une ambiance incroyable, quoi. Très bien. Et si tu devais être l'éditeur, si en gros tu avais un catalogue, ce serait lequel et pourquoi? Si on parle d'un point de vue professionnel, je pense que le catalogue de Michael Jackson serait le catalogue rêvé, je pense, tu vois. C'est un catalogue avec des musiques très 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 différentes, des musiques qui ne vieillissent pas, ouais, et des musiques qui sont intemporelles et qui ont marqué l'histoire, en fait, tu vois. En fait, c'est un mix parfait entre le business et l'amour de la musique. Et puis avoir un catalogue où tu as des chansons écrites ou créées ou
ou par Quincy Jones, plus tard par Montel Jordan. Enfin, tu vois, c'est des créateurs, des compositeurs de génie comme ça. Il y en a eu très peu dans le monde, quoi. Donc ça serait tout de suite Michael Jackson. Ok. En termes de catalogue, je pense que c'est le catalogue le plus. D'ailleurs, les enfants viennent de le vendre dernièrement, là, tu vois, c'est assez incroyable. La moitié. Mais voilà, mais non, enfin, ouais, Michael Jackson sans hésiter. Ok. Une pochette d'album. Écoute, waouh, Vraie question. vraie question. Parce que t'as des magnifiques pochettes dont je suis pas forcément fan en termes de musique. Tu vois, par exemple, je pense pas avoir écouté de l'album de Rolling Stone dans ma vie, mais le logo des Rolling Stones, il est quand même incroyable, tu vois ce que je veux dire. Il y a des choses comme ça, tu vois, il y a des pochettes de Run DMC, le logo de Run DMC, la barre Run DMC rouge, tu vois, c'est quelque chose qui est intemporel, tu vois, alors que d'un point de vue graphique, c'est pas ouf, mais c'est fou, ça marque. Mais si on doit parler d'une pochette quand même, je vais te parler de... J'ai demandé à une artiste qui s'appelle Stéphanie de me peindre la pochette de Blueprint. Pas parce que la pochette est incroyable, parce que c'est... Enfin, oui et non, parce que la pochette est incroyable quand même. C'est Jay-Z assis sur une table avec les pieds de ses associés, ou en tout cas ce que tu considérais des associés. C'est très mafieux, très, tu vois, avec un cigare, tout ça, etc. Avec un bleu incroyable. Et cet album aussi, c'est un album qui m'a marqué pour plein de raisons, tu vois. Clash avec Nas, Song Cry, ISO. Enfin ouais, c'était pour moi le mec, enfin même s'il y a eu plusieurs tops, mais c'était l'un des premiers tops vraiment de Jay-Z. Et je lui ai demandé de me peindre ce tableau pour le mettre chez moi. Donc je pense que je suis obligé de répondre je suis obligé de répondre cet album-là, puisque j'ai carrément choisi cet album-là à une artiste de me le peindre. Et le dernier, si tu devais produire un artiste, mort ou vivant, ce serait qui? Je vais essayer de changer un peu par rapport aux artistes que je t'ai dit, mais si je devais produire un artiste... parce que tu sais, il n'y a pas que le succès. Ouais. Il y a aussi ce qui t'amène et ce que coûte le succès. Tu vois, c'est pas juste le fait de dire oui, Michael Jackson. Michael Jackson, son père l'a traumatisé, tu vois, l'a violenté pour arriver à ce que ça soit un robot de la musique et un tel talent, tu vois. Donc il n'y a pas juste, quand je parle de production, il y a aussi la relation que tu as avec l'artiste, il y a aussi tout ce que tu dois faire pour que l'artiste soit ce qu'il est, tu vois. Donc si je devais produire un artiste... Mort ou vivant. Hein. Mort ou vivant, eh ben, en toute humilité, j'aurais aimé pas produire, parce que c'est quelqu'un que tu ne produis pas, c'est quelqu'un que tu respectes et que tu regardes, mais j'aurais aimé collaborer avec Quincy Jones. Ok. Parce que c'est quelqu'un qui, je ne comprends pas. J'ai regardé des reportages sur conseil de Thibaut de Longeville, je vais bientôt lire sa biographie, que je n'avais pas encore lue, je m'en excuse. Mais c'est quelqu'un qui... En fait, je ne comprends pas la vie de cette personne, parce que elle a à la fois des anecdotes avec Frank Sinatra, tu vois. Il a à la fois des histoires avec Frank Sinatra. Il a produit Le Prince de Bel-Air. Pour te mettre un peu il a produit Michael Jackson, il a produit Le Prince de Bel-Air, il a inventé le magazine Vibe, tu vois, qu'on a lu, tu vois. Et il peut être dans un clip avec Future ou tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que là aujourd'hui il vient encore de bosser sur le remake de La Couleur Pourpre. Ouais. Donc tu vois, moi c'est la longévité de cet être humain est incroyable. Donc c'est pour ça que je te dis que j'aurais aimé pas le produire, encore une fois, parce que tu produis pas Quincy Jones, mais j'aurais aimé juste en fait être limite son assistant et pouvoir en fait être avec lui depuis Frank Sinatra jusqu'à un film qui vient de sortir. Tu vois, je sais pas si tu imagines je connais pas d'autres personnes. Parce que comme la première version des Couleurs Pourpres, il est derrière et c'est lui qui est repéré au premier frais. Tu vois ce que je veux dire, je ne comprends pas en fait, même si tu dois faire un film sur la vie de cet homme, mais sur combien de décennies tu vas devoir gérer ça? Tu pars des années 40 pour arriver à... Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est incroyable. Donc voilà. Ok. À lui.
Très bien, très bien. Là, maintenant, on va revenir, on va se focaliser un peu plus sur Omax Book. Yes. Donc, Omax Book, c'est ta maison d'édition. Oui. Pourquoi tu as décidé de lancer une maison d'édition? Parce que j'en avais marre. C'est-à-dire? J'en avais marre d'être tout seul. Et je suis quelqu'un qui n'est pas égoïste, qui ne suis pas égoïste du tout. Et en fait, j'en avais marre de ne pas pouvoir partager les tips, les astuces, les parcours, les chocs que je me prenais quand je lisais des biographies ou des bouquins en anglais de personnalités. Et j'ai vraiment décidé, à un moment donné, que le public francophone, où qu'il soit, devait en fait recevoir ce genre de savoir-faire et de savoir tout court. Voilà ce qui m'a vraiment décidé parce que concrètement, je te le dis en toute franchise, hein, il n'y avait aucune logique économique à lancer en 2020 une maison d'édition papier avec du physique. Au moment où je travaillais ça, tous les magasins sont fermés, c'est la fin du monde, c'est le Covid. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a aucune logique aujourd'hui, à l'heure du digital, à l'heure où tu es censé vendre tes produits à travers le monde, à lancer une maison d'édition francophone, ça n'a pas de sens. Surtout que c'est compliqué. Exactement. Mais il y avait vraiment, je pense, une nécessité pour les gens qui m'entourent d'avoir ce genre de bouquins et de pouvoir les lire enfin. Sachant que les maisons d'édition en France ne le faisaient pas. Voilà. Donc, maison d'édition pour traduire les livres des Américains. C'est ça. Pourquoi uniquement les Américains? Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui a grandi avec la culture hip-hop. Que, sauf erreur de ma part, ce sont les Américains qui ont créé et qui mènent encore et qui drivent encore la culture hip-hop. Que ce sont les plus grands entrepreneurs jusqu'à présent et que j'avais vraiment besoin d'avoir des parcours inspirants et que je ne trouvais pas de modèle similaire ailleurs. C'est-à-dire que je vois plein de gens tous les jours très talentueux autour de moi, mais j'ai pas encore trouvé l'équivalent de 50 Cent en France ou ailleurs. Non, parce que c'est une question que les gens se pourraient se poser, c'est de se dire mais pourquoi que des Américains? Il y a peut-être des Anglais, tu vois. Ah non, l'idée c'est d'accord, j'avais pas compris ta question dans ce sens-là. Non, l'idée c'est d'amener des bouquins d'ailleurs dans la francophonie. Si demain un Anglais très talentueux écrit un bouquin en anglais, on le traduira, on ne dira pas juste les Américains. Là pour le moment c'est les Américains parce que juste simplement ce sont les Américains qui ont fait des bouquins dans ce genre-là. Mais si demain un artiste, Central C écrit un bouquin et qu'il a quelque chose à raconter, on sera très, très heureux de collaborer avec lui. Et pourquoi c'est... Bon, t'as traduit, tu me dis si je me trompe, Common, Taraji P. Henson. C'est ça. Issa Rae, Rick Ross, 50 Cent dernièrement. Yes. Pourquoi eux? C'est uniquement des choix personnels. On va commencer par le premier, Issa Rae. Encore une fois, sur le papier, ça n'a aucun sens de débuter une maison d'édition en traduisant le bouquin d'une réalisatrice, actrice, sur une série qui en France est diffusée sur OCS, donc qui est quand même un peu confidentielle, tu vois. Mais, encore une fois, quand je lis le bouquin d'Issa Rae, qui explique qu'elle a commencé par faire des séries sur YouTube et qui finit par un deal chez HBO, en fait, je me dis que, particulièrement pour les femmes, mais aussi pour les hommes, mais particulièrement pour les femmes, avoir cet exemple-là traduit en français, en fait, c'est nécessaire. Tu vois, son bouquin s'appelle « Les mésaventures d'une meuf noire maladroite ». C'est nécessaire d'avoir ce genre de bouquin en Fnac quand tu arrives. Parce que moi, j'ai vécu une époque, et c'est pas si loin que ça. J'ai 40 ans, j'ai pas 70 ans, tu vois. Je suis pas de la génération de mes parents. On est de la même génération, entre guillemets. Et j'arrive à la Fnac, il y avait rien qui me parlait. Il y avait rien qui me concernait. J'allumais la télé, il y avait personne qui me ressemblait, sauf des caricatures. Et aujourd'hui, quand ma fille voit que je traduis le bouquin d'Issa Rae et que je lui explique qui est Issa Rae, que je lui explique que c'est quelqu'un qui avait un projet, qui n'avait pas d'argent, qui n'avait pas de contact, qui n'avait pas de possibilité d'aller dans le cinéma et de frapper à la porte et d'avoir ces portes ouvertes là. Quand je lui explique le parcours d'Issa Rae, même si elle n'a pas encore eu le bouquin, elle comprend ce que ça veut dire. Elle comprend qu'elle peut faire la même chose. C'est l'identification. Exactement. Et
Et j'ai pas réfléchi comme ça, je te cache pas. Mais aujourd'hui, je suis super fier que le premier bouquin d'Omax Books soit celui-là. Une femme noire qui explique, entre guillemets, dans son bouquin, au-delà de son parcours, que toutes les femmes noires ne sont pas similaires. Qu'il y a plein de genres de femmes noires et qu'il faut arrêter d'assimiler tout le monde dans la même case. Et que justement, ce qu'elle fait avec Insecure, c'est de montrer qu'il y a plein de personnes différentes dans notre communauté. Et ça restera gravé que le premier bouquin qu'Omax Books a fait, c'est celui-là. Et j'en suis super fier. Donc, Issa Rae, deuxième. Common. Ok. Common, pareil, parce que histoire très personnelle. J'ai une fille et dans le bouquin, il explique comment il drive sa vie entre l'amour pour le hip-hop, l'amour pour sa carrière, l'amour qu'il a pour ses partenaires et l'amour pour sa fille. Et en ligne directrice de tout le bouquin, il y a sa fille qui lui reproche de lui avoir offert une vie dont très peu d'enfants ont accès. Parce que tu vois, voilà, Common, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui lui a permis d'aller à l'école, dans des écoles privées, etc. Mais qui en même temps lui reproche de ne pas avoir été assez là dans sa vie, parce qu'en même temps c'est Common, et qui doit faire des concerts, des tournées, etc. etc. Et c'est un message qui m'a personnellement touché, et qui a résonné en moi, même si j'ai pas ces problèmes-là avec ma fille, tu vois, Dieu merci. Mais je me suis dit que c'était important de pouvoir passer ce message. Très bien. Après, c'est Taraji, il me semble. Ouais, Taraji, l'histoire d'une jeune femme qui vient pas de Los Angeles, qui vient pas de New York, qui vient de Washington, une ville pas sexy, entre guillemets, pour un sou dans le show business, tu vois, qui vient de la banlieue de Washington, donc encore moins sexy, et qui part avec $700 en poche, avec son fils sous les bras, et qui se retrouve nommé aux Oscars pour son rôle dans Benjamin Button. Donc, des histoires comme ça, en fait, tu les lis, et limite, t'as envie de devenir acteur, même si t'as jamais été, tu vois, même si t'as jamais eu cette fibre, mais elle te met tellement dans une condition où elle t'explique de quelle manière elle est passée de rien à tout, que ça te motive, tu vois, comme personne, comme aucune autre histoire peut le faire, parce qu'en fait, c'est notre histoire, c'est des choses qui résonnent en nous, en fait, tu vois. Ouais, t'as dit que t'étais la génération hip-hop, après ça se touche un petit peu. Bah, justement, en parlant de hip-hop, les deux derniers, ouais. On est dedans. Donc Rick Ross, pareil, aventure ultra personnelle. Je vais manger à midi. J'achète le bouquin, je vais manger à midi à côté de mes bureaux. Et je me pose dans un restaurant avec le bouquin de Rick Ross. Comme je fais quasiment tous les jours, j'ai toujours un bouquin partout sur moi. Et je ne quitte pas le restaurant avant d'avoir fini le bouquin. Je suis resté toute l'après-midi dans le bouquin, dans le restaurant. Ah ouais. Je n'ai pas pu m'arrêter de lire ce bouquin-là. J'avais des rendez-vous, j'ai annulé mes rendez-vous. J'ai dit à mon équipe, écoutez, je suis pas cet après-midi. Je n'ai pas pu sortir de ce restaurant. Je suis sorti, il faisait vraiment nuit. Je suis rentré le midi. Et je continuais à commander des trucs pour rester dans le restaurant, etc. Et je ne suis sorti de ce restaurant que quand j'ai fini ce bouquin, tellement il m'a traumatisé en termes d'influence, de comme tu l'as dit, de modèle, d'inspiration, de ce qu'il racontait, de ce qu'il te donne comme conseil et tout. Voilà, j'ai fini ce bouquin en une journée. Quel jour parfait pour devenir un boss, pardon, préfacé par Joker. Mais justement, en parlant de ce livre-là, quelles sont les leçons que tu retiens? Parce que tu dis que tu es resté justement tout un après-midi, en train de lire le bouquin. Quelles leçons t'as retenu, toi En fait, je peux pas te résumer toutes les leçons parce qu'on en a carrément fait un workshop tellement il y en a, tu vois. Donc, on a carrément créé une discussion autour de ce bouquin. Et voilà, donc d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller sur la page Omax Books pour se renseigner sur les dates des prochains workshops parce que c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Mais ce que j'ai retenu, c'est que la réussite n'est pas comment dire, la réussite n'est pas un but, c'est un mode de vie. C'est-à-dire Rick Ross, à partir du moment où, pour caricaturer un peu, à partir du moment où il a eu Hustling, où il a commencé à faire des duos avec des grandes stars, où il a eu ses plaques Platinum, etc., ses deals en maison de disques, il s'est pas dit j'ai réussi. Il s'est dit je suis rentré dans un mode de vie où sans cesse je vais alimenter et comment dire, et faire fleurir cette réussite. Il aurait pu simplement s'arrêter à ce qu'il avait, tu vois, parce qu'il était déjà très très bien là où il est. Mais tu vois, par exemple, un exemple, quand il a acheté une maison, il n'a pas acheté une maison
juste pour acheter une maison, comme le font toutes les personnes qui ont de l'argent. Il a acheté une maison, et cette maison-là est devenue un studio de cinéma, en fait. Et aujourd'hui, quand tu regardes Un prince à New York 2, bah, le palais d'Eddie Murphy dans le film, c'est la maison de Rick Ross. Donc en fait, il alimente la gestion de sa maison et l'entretien de sa maison par des tournages qui ont lieu dans sa maison. Alors que la maison, il l'a achetée parce que Holyfield, si je ne me trompe pas, a fait faillite et il a pu racheter la maison après que lui, tu vois, ait juste acheté une maison, entre guillemets, avec beaucoup de respect pour la carrière de ce grand sportif, mais juste pour flamber, entre guillemets, tu vois. Et Rick Ross a compris ça. Et il explique avec Bel Air, il explique avec ses restaurants Wingstop, il explique avec son bouquin, il explique avec plein de choses de quelle manière, en fait, tu ne dois jamais te poser et te dire « Ah oui, ça y est, j'ai réussi, j'arrête ». Il faut toujours avoir un coup d'avance, il faut toujours avoir une réflexion autour de ce que tu vas faire par la suite, il faut toujours te réfléchir à te disant « Mais si j'achète ça, à quoi ça va me servir ? Est-ce que ça va me permettre d'eux ? Est-ce que ça va aller plus loin ?» Et c'est ce que je retiens de ce bouquin-là. Moi, il y a un passage qui m'a interpellé dans ce livre, c'est quand il parle, tu sais, du passage où il s'apprête à arrêter. Tu sais, quand il sort, je crois, d'un concert ou d'une boîte de nuit ou des galères, il s'apprête à arrêter. Et c'est là où, en fait, où il explose. Où il dit, ouais. Et il dit, c'est souvent quand vous avez envie d'arrêter que le succès, il arrive. Ouais. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Parce que j'ai mis des post-it dessus, donc voilà. Donc, Rick Ross. D'ailleurs, en parlant de Rick Ross, après, on va passer à Fufi. Tu le rencontres. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu le vois ? Tu lui remets le livre ? Bah, c'est exactement, mais il faut que je te raconte comment je l'ai rencontré. C'est exactement la mentalité que lui a. Et ça va te faire un lien avec tout à l'heure quand je t'ai dit que j'ai totalement changé mes équipes. Je suis chez moi un soir, et tu sais, voilà, le soir, je suis là, je me réveille parfois, je regarde mon téléphone, etc. Et mon téléphone est tellement algorithmé sur Jay-Z, sur Rick Ross, etc., que dès qu'il y a une news le concernant, ça pop. Et donc, je regarde mon Instagram, il est 3h du mat, je regarde mon Instagram, et je vois que Rick Ross, je suis pas au courant, mais je vois que Rick Ross est en concert le soir même, pas le soir où je dors, mais le soir qui arrive, à Paris, dans une boîte de nuit. Et en showcase, dans une boîte de nuit. Et je me dis, mais on peut pas louper ça, quoi, tu vois. Et moi, je suis en feu. Donc, j'envoie un message, en sachant bien sûr qu'ils vont pas répondre, mais quand même, j'envoie un message à mon équipe dans le groupe WhatsApp en disant, bon, Rick Ross arrive, demain, 9h au bureau, avec des idées, avec une stratégie, et on fait ce qu'on a à faire. Et j'arrive au bureau, et là, je sens qu'il n'y a pas de motivation par rapport au fait que Rick Ross soit là. Et en fait, on me donne plein d'excuses, justement, de personnes qui sont déjà arrivées, en me disant oui, mais non, mais on le verra jamais, c'est trop juste, etc., etc. Donc à ce moment-là, je me dis non, moi, c'est pas possible. Je peux pas en fait avoir fait le bouquin de cette personne, de cet artiste, de cet entrepreneur, et ne pas tout faire pour le rencontrer, en fait. Donc j'appelle les éditeurs américains, mais il est encore tôt ou tard, entre guillemets, aux États-Unis. Je prends 25 bouquins et je bouge du bureau. Je me dis, si je reste dans le bureau, je ne verrai pas, donc je bouge du bureau. Et je me pose ailleurs, je réfléchis, voilà, je passe des coups de fil, etc. Et là, tu as les éditeurs. Je prends vraiment le temps de raconter parce que c'est intéressant. Mais vas-y. Il y a les éditeurs américains qui me disent, mais oui, Alexis, c'est vrai, on aurait dû te dire et tout, désolé. Il est à Paris, appelle son tour manager, voilà son numéro, ils sont à tel hôtel sur les Champs-Élysées, fonce et tout, machin. J'y vais. Le label manager, enfin le tour manager, pardon, est au courant. Il me reçoit, très bien, mais ça se fait quand même, pas dans un froid, mais dans un truc, ok, merci d'avoir amené les bouquins, mais en même temps, on va pas crapahuter ensemble, voilà et tout. Et je suis content, grave, d'être là. Et donc je me dis, bah Alexis, félicite-toi, en fait, marque le coup, tu vois, parce que là, en fait, t'as vu une information à 3h du matin chez toi, à 11h midi, t'es avec la personne que tu voulais voir. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que personne n'y croyait, à la base, tu vois ce que je veux dire, dans ma propre équipe. Donc je me pose et je me dis, écoute, félicite-toi, je me paye une c'est une coupe de champagne. Let's go. Je me pose comme ça, voilà. Et de là, t'as le
t'as le label manager qui me rappelle, il me dit t'es là? Je lui dis ouais je suis encore là et tout machin, je suis en bas, je suis au bar et tout. Il me dit attends bah reste là parce que là t'as Rick Ross qui est en train de péter un câble en fait sur le bouquin. Parce qu'il faut savoir que la couverture de bouquin de Rick Ross en anglais, elle est moins belle que la nôtre. Effectivement. Voilà, elle est grise. On va y revenir justement. Voilà, elle est grise, il est assis, il y a rien de voilà. Et la nôtre, en fait, elle est pour ceux qui l'ont pas encore vue, elle est en noir et or. Il y a une 5e couleur. On a mis, tu vois, un effet relief dessus, etc. Et en fait, dis-toi que quand il a ouvert la caisse des bouquins, en fait, c'est comme s'il avait eu des lingots d'or. En fait, tu vois, il y a eu le reflet de son bouquin. Donc il kiffe. Et donc là, je suis en stress et tout. J'ai mon téléphone et je réouvre Instagram et je tombe sur une story à lui où il est déjà en train de faire la pub du bouquin. Comme il dit dans son bouquin, tu fais la pub pour tous ses produits, etc. Tu vois, et là, je commence à vraiment péter un câble sur ce qui est en train de m'arriver. Il descend, et de là, donc il nous félicite et tout, très bien, les gars, machin. Il est assez surpris de voir que c'est moi, parce que tu vois, il s'attendait sûrement pas à voir un noir de Paris, éditeur de bouquins, tu vois. Et donc voilà, et il part faire ses affaires, il part faire ses emplettes, ses trucs et tout, machin, voilà. Et de là, de ce moment-là, jusqu'à une semaine après, il n'a pas cessé de faire des photos avec le bouquin. Il était à Amsterdam, il distribuait les bouquins que je lui ai filés. Le soir même au showcase, je suis retourné moi dans la boîte, j'ai donné des bouquins à la boîte pour qu'ils puissent mettre du Bel Air, les bouquins dans le club où il faisait justement la soirée pour laquelle il venait à Paris. Et voilà, et en fait si je te raconte tout ça, c'est pour te dire que on avait déjà sorti le bouquin. On avait déjà vendu des bouquins, on était déjà très content de tout ce qu'on avait fait sur le bouquin. Mais en fait, comme il le dit dans son bouquin, il fallait pas abandonner. Il fallait pas s'arrêter là. Il fallait en fait vraiment aller beaucoup plus loin. Et quand tu crois en ton projet, et c'est pas des paroles en l'air, c'est des trucs que te disent les vendeurs de rêves sur Insta, mais pour le coup, ils ont raison. Quand tu crois à ton projet, tout est possible. Mais comment tu l'as pris quand ton équipe elle arrivait pas forcément motivée? Quelques mois plus tard, je me suis séparé de tout le monde, donc c'est pas plus compliqué, tu vois. Okay. Parce qu'en fait, justement, c'est pas. Moi, je considère maintenant que c'est pas à moi, le quarantenaire, d'avoir cette motivation-là. Donc, au final, si c'est moi qui ai cette motivation-là, je préfère gérer mes affaires tout seul. Voilà. Mais j'ai pas mal pris parce qu'en fait, c'est ça être un entrepreneur. C'est visualiser quelque chose qui n'existe pas. Tu vois ? C'est-à-dire que quand les gars pour te donner des exemples, quand en toute proportion gardée, mais quand Steve Jobs voyait un iPhone, tout le monde lui a dit mais c'est quoi ton truc ? C'était à l'époque où tout le monde avait des téléphones avec des touches. Ouais. Avait le truc stylé, c'était d'avoir un BlackBerry où tu tapais, tu vois, sur ton BlackBerry, tu vois. Et lui, il est arrivé, il a dit moi, mon téléphone que je vois dans ma tête que je vais faire, il est en fait, c'est juste un écran. Mais quand il a dû expliquer ça à ses équipes, ils ont dû lui dire mais en fait, on a besoin de touches pour taper. Il a dit non, les touches seront dans l'écran. Et c'est ça en fait être entrepreneur, c'est visualiser, croire, défendre, faire naître un projet que personne ne voit et que personne ne comprend. La vision. Exactement. Mais donc là, on a parlé de Rick Ross, on va parler de 50 Cent maintenant. Ouais. Donc pourquoi le livre de 50 Cent? Même choc. Le bouquin est incroyable. Le bouquin est incroyable et surtout, 50 Cent, je pense que c'est une personne. Moi, j'ai toujours dit, je pense que 50 Cent est la seule vraie star du hip-hop. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un c'est la seule personne qui a une histoire comparable aux stars et c'est un dessin animé, quoi. C'est un héros de film. D'ailleurs, c'est pas pour rien que sa vie a été très très vite tournée au cinéma, tu vois. C'est quelqu'un qui a une mère qui s'est fait assassiner, qui a grandi chez sa grand-mère, qui est une mère dealeuse, donc lui il rentre dans le deal, il rappe, il signe un premier contrat chez Columbia, pas chez un label indépendant, chez Columbia, ça foire, il sort son morceau How to Rob, il se fait tirer dessus, il se prend 9 balles, il revient, enfin tu vois, quand il revient, il retourne le marché de la mixtape comme personne l'a fait avant et après lui, il se fait signer par Eminem qui est la méga star du moment, qui lui-même est signé chez Dr. Dre, donc tu vois, tu peux pas faire plus gros à ce moment-là. Et quand il arrive, Jay-Z d'ailleurs a une anecdote autour de ça. Quand Jay-Z a entendu les premiers morceaux, les premières maquettes de 50 Cent, il a été dans son studio, il a dit à tous les Benny Siegel, Memphis Bleek, tous les gens qui produisaient, si vous percez pas maintenant, c'est mort à New York.
le gars qui arrive là, là, ce qu'il va faire, c'est fini pour vous si vous percez pas maintenant. T'imagines que Jay-Z, avec tout l'ego et tout ce qu'il avait déjà créé pour qu'il aille dire ça à son équipe, c'est vraiment que 50 Cent, en fait, c'est... Et derrière, 14 millions d'albums vendus sur son premier album, et 20 ans plus tard, une tournée internationale sur son premier album. Pour moi, c'est... Qui a fait ça, en fait? Qui a cette histoire-là? Je ne vois pas, tu vois, il y a des gens qui sont devenus des stars dans la légende parce qu'ils sont morts. Biggie est devenu une star dans la légende parce qu'il est mort. Tupac avait un parcours particulier, mais il est mort. Là, 50 Cent, en fait, est encore là. Et ce qui m'a vraiment plu dans le bouquin, au-delà de la personnalité, c'est que Rick Ross, par exemple, est dans un mood très réussite. 50, il a partagé la défaite. Et ça, c'est rare. Dans son bouquin, il explique qu'il a vendu de moins en moins d'albums à chaque sortie d'album. Effectivement. Et qu'après, derrière, la vraie réflexion qu'il a eue, c'est quand il explique qu'il se demande où sont ses fans. Et pour faire un ratio avec sa carrière, ses fans n'étaient plus in da club. Pour faire un lien avec son premier single qui a pété, ils étaient plus in da club. Ils étaient en fait chez eux en train de regarder la télé. En fait, en couple, avec des enfants. Et il s'est dit, mais en fait, s'ils sont là, c'est là que je vais aller les chercher. Et quand tu regardes Power, la série, en fait, c'est des albums de 50 Cent. Tu vois, le Rising Kenan, c'est mixtape. Le Power 1, c'est son premier album, le passage de la vie de rue à la vie un peu plus corporate. Et puis après, derrière, pour moi, Tommy, c'est Eminem. Enfin, tu vois, t'as vraiment, c'est que des albums de 50 Cent, en fait, tu vois pas ce que je veux dire. Juste, qu'il a mis, en fait, là où les gens étaient. Ouais. Il s'est dit, et ça, pour moi, c'est une vision d'entrepreneur incroyable. Et quand j'ai vu ça, je me suis vachement, encore une fois, toute proportion gardée, reconnu en lui, parce que j'ai accompagné les gens dans la fringue à l'époque où je m'habillais comme les gens. J'ai fait sortir le public en faisant énormément de concerts et de soirées. Et aujourd'hui, en fait, mes gens ne sont plus en soirée, ne sont plus au top de la mode. Donc, en fait, je leur vends des bouquins parce que c'est là où sont mes gens à moi d'aujourd'hui. Et je permets à des plus jeunes de s'amuser, de faire des soirées, de monter des sociétés, de faire ce qu'ils ont à faire. Tu vois, aujourd'hui, mon associé QD, elle est en tournée, à l'heure où on se parle, à l'heure où on enregistre ce podcast, elle est en tournée avec nos danseurs et Jason Derulo. Tu vois, elle a un rythme que moi aujourd'hui je pourrais plus suivre pour X ou Y raison. Et ça, je lui permets en montant ma société avec elle de le faire. Et moi, perso, derrière, je gère le savoir et les bouquins. Et je trouve que c'est ça que 50 a compris. T'as fait donc le parallèle. Exactement. Entre et 50 ce qu'il a dit compris. et toi. Il est plus dans les clubs, il est plus au top de la musique. Mais par contre, en termes de télévision, là où sont ces gens, c'est le numéro 1. Et tu le rencontres aussi. Ouais. Et pareil, encore une fois, quelque chose, tu vois, où personne n'y a cru. Le bouquin de 50, il était prêt depuis mars. D'accord. Mars 2023. Il sort. En octobre. Ok. Parce qu'au moment où je vais le sortir en mars, je me rends compte qu'on annonce une tournée internationale avec 4 dates en France. Je contacte tout le monde. Tourneurs, producteurs, les salles, tout le monde. J'essaie vraiment de rentrer en contact de manière professionnelle avec tout le monde. Et personne ne me répond, ou quand on me répond, c'est les mêmes réponses qu'avec mon équipe pour Rick Ross. C'est pas possible, oui, tu comprends, voilà, c'est pas pareil, le bouquin, les tournées, etc. etc. Donc, je fais comme ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire que je n'abandonne pas et que je gère moi-même. C'est-à-dire j'ai pris mes places de concert, seul, donc j'ai acheté mes places, une place par concert. J'ai pris mon billet de train, j'ai pris mes chambres d'hôtel dans chaque ville, et je me suis dit, puisqu'il sera là, en fait, moi je serai là. Et c'est comme ça que ça va se passer. T'es allé dans les 4, ça? Ouais, j'étais voilà. Je crois qu'il a fait Nice, Bordeaux. Nice, Nantes, Strasbourg et Paris. Ok. Première date Strasbourg, première date où je vais à Strasbourg. Et donc je débarque là-bas. Et là, je vois le merch. Le merch, tu vois, 50 Cent qui vend des t-shirts, voilà, etc. Et je vois que c'est des Américains qui gèrent le merch. Et là, je me dis, en fait, avec eux, on va se comprendre. Je vais les voir, je leur explique, je leur montre les bouquins. Ils m'ont posé 2 questions. Ils m'ont dit, t'es tout seul? Je leur ai dit, ouais. Ils m'ont dit, t'as le bouquin sur toi? Je leur montre et tout, ils regardent le bouquin, ok, d'accord. Ils me disent, à la fin du concert, tu nous attends là.
et on va faire le link, machin, etc. Et donc, à la fin du concert, je viens et simplement, directement, je rencontre 50 Cent, je lui explique qui je suis, je lui explique ce que je fais, je lui montre le bouquin. Il dit ok, d'accord, on m'avait parlé de ça, mortel et tout, je suis content que vous ayez été au bout du projet parce que tu sais, il faut rentrer dans un contexte. Hein. Son bouquin est sorti il y a 1 an ou 2. Lui est sur une tournée mondiale, qui est un bouquin, une traduction en français. C'est, tu vois, c'est pas le moindre de ses soucis, tu vois. Il est content que le bouquin soit bien fait, etc., etc. Et il a validé, il a signé des contrats. Mais disons qu'il a autre chose à gérer qu'un bouquin en France, tu vois ce que je veux dire. Et donc il voit le truc, il est content, on s'ambiance, on fait des photos ensemble, il kiffe, etc. Et voilà, et en fait, ça, c'est mon histoire, tu vois. C'est ne jamais prendre un non pour une réponse. Et quand les gens t'écoutent pas, ben, y aller au forceps. Ouais, l'abnégation. Exactement. Do it yourself, en fait. En vérité, les règles basiques du hip-hop, tu vois. On veut pas de toi par la porte, ben, tu passes par la fenêtre. Et tu vas faire des workshops sur ce livre-là aussi ? Ouais, je suis en train de les écrire. D'accord. Et déjà, quels sont les retours par rapport à ces livres-là ? Ah ben, c'est simple, hein, on fait tout en indépendant. Donc s'il y en a 5, et s'il y en a des suivants déjà après, ça veut dire que ça fonctionne d'un point de vue commercial, parce qu'on a simplement, on a pris l'argent qu'on a gagné avec Au Maximum, l'agence, on en a pris un petit peu pour faire Issaré, et l'argent gagné avec Issaré a permis de faire Common a permis de faire Taraji a permis de faire Rick Ross, et Rick Ross a permis de faire... Enfin, c'est simplement du réinvestissement continu. Donc les retours sont super bons et on est super contents. Ça vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Très bien. Et est-ce que tu peux nous expliquer la procédure justement pour obtenir les droits ? Ben, faut se parler avec des Américains. Faut se déplacer à New York, faut échanger avec eux. Moi, à la base, quand je signe les droits d'Issaré, j'ai aucune expérience puisque j'ai jamais sorti de bouquin. Et j'ai simplement expliqué à des gens qui comprennent le business et qui te donnent ta chance une fois. C'est pas des personnes qui sont sympas. Hein. C'est juste que voilà, personne leur parlait de ces bouquins-là. Moi, j'arrive avec mon idée et avec ma volonté de faire. Ils m'ont dit, écoute, fais-le. Si tu te foires, t'es blacklisté. Si ça fonctionne, on bossera ensemble. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Tu sais, des fois, on se fait des grandes histoires, des grandes idées sur ce qu'il faut faire, et tout, etc. J'avais un projet, je leur ai expliqué, je leur ai dit que le marché, je le connaissais, que ça fait 20 ans que, comme je te l'ai dit, hein, que j'habillais les gens, que je faisais sortir les gens, que j'ai fait manger les gens, que je comprends ce que désire en fait mon public parce que je suis le public moi-même et que je savais que ce bouquin-là allait fonctionner parce que je voyais sur Twitter toutes mes amies IE se donner rendez-vous le vendredi soir pour regarder Insecure. Donc je me disais bien qu'il y avait vraiment des fans de Issaré qui parlaient d'Insecure, qui parlaient du dernier épisode et tout, etc. Issaré, je la voyais se développer dans d'autres rôles qu'Insecure et surtout c'était un vrai exemple. Donc d'un point de vue commercial, purement et simplement, si tu zappes toute la partie histoire, connaissance, etc., je comprends ce que veut la communauté parce que je fais partie de la communauté. Ça coûte cher ? Ça coûte cher d'acheter les droits. Ça coûte cher, mais un bouquin, c'est intemporel. C'est vrai. Donc, quelque chose qui coûte cher, mais que tu peux vendre de manière intemporelle, c'est quand même, d'un point de vue entrepreneurial, c'est quand même intéressant. Et juste, les couvertures, là, faut qu'on en parle. Parce qu'elles sont magnifiques. Merci. Quand tu vas à la Fnac, tu les vois, les livres, t'as envie de... Ça attire l'œil, tu vois. Parce qu'on dit, en tout cas en propriété intellectuelle, au niveau du design, que quand t'as deux produits qui sont au même prix, forcément, tu te tournes vers le plus beau. Voilà. Sachant qu'en plus, ils sont... au niveau prix, c'est accessible, 15 €. Ça, c'est volontaire. Et ça, c'est pourquoi, en fait ? Alors, la couverture, on l'a fait aussi belle parce que, comme je te l'ai dit, avec tout le respect que j'ai pour Rick Ross, hein, c'est un collaborateur maintenant, et la couverture américaine ne me plaisait pas. Les 3 premières couvertures, si tu regardes bien, on a repris les mêmes, parce qu'on les trouvait jolies. Tu vois, c'est pas plus compliqué. Quand on a vu celle de Rick Ross, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose nous-mêmes, et je trouvais que par rapport à tout ce que Rick Ross dégage en termes de bling, simplement, je trouve que ça lui allait bien. Et donc, on a décidé de faire cette couverture-là, elle était validée par le staff de Rick Ross, on a dit, let's go, on y va. Et après, on s'est dit que c'était intéressant de créer un aspect un peu collection pour Au Max Books et que nos bouquins soient reconnaissables
Donc on s'est dit, let's go, on va garder cette forme-là et ça va être très très cool. Bah, Voilà, c'est réussi, hein. merci beaucoup. Et le prix, c'est volontaire parce qu'encore une fois, je connais ma communauté. Je connais mes gens, je fais partie de ces gens. Je suis partie intégrante depuis toujours de tous mes produits. Je portais du Royal Wear quand j'en vendais. J'allais en soirée quand je faisais Pop Love Soul. J'écoute de la musique rap tous les jours quand je fais de la communication autour de la musique rap. Et aujourd'hui, je sais que l'achat d'un bouquin n'est pas un achat prioritaire dans un budget, tu vois, de ma communauté, tu vois, simplement. Et donc, je me suis dit que si je sortais un bouquin à 20, 25 euros, en fait, j'en vendrais pas. Il fallait juste expliquer ce qu'on faisait d'abord, de manière, humble, à ma cible, leur expliquer, tu vois, leur montrer que c'était un beau produit et qu'à partir du moment où le produit était validé, doucement, on pourrait augmenter les prix à leur juste valeur. Et ce que je fais, c'est pas... J'ai rien inventé. Hein. Souviens-toi, il y a 5 ans, tu payais pas Netflix 20 balles. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu payais Netflix 12 euros et ça paraissait déjà un peu truc. Et puis quand les gens ont compris ce qu'était Netflix et quand les gens ont adhéré, ils ont doucement augmenté les prix. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec Omax Books. Donc c'est pas de la stratégie révolutionnaire, c'est juste que on savait qu'il fallait arriver de manière humble sur un marché qu'on ne maîtrisait pas. Et mieux on va faire les bouquins, plus on va augmenter les prix, mais au prix juste. Parce qu'aujourd'hui, même le bouquin de 50 à 15 euros, il reste pas cher. Bien sûr, Voilà. c'est vrai. Bon, en tout cas, merci pour cette humilité quand même. Merci beaucoup. Donc, la sélection des bouquins, t'as dit que c'est ce qui te parle à toi, c'est ça? Mais maintenant, si par exemple, tu sais, Jay Prince, il a sorti un livre en anglais. Ouais, je l'ai lu. Tu te verrais le traduire en français? Non, parce que personne n'achèterait. D'accord. C'est ça le problème. C'est-à-dire que il y a l'aspect... En fait, c'est ça qui est magique dans les bouquins, c'est qu'il y en a des tas. Donc moi, j'arrête pas de lire des bouquins. Quand j'ai acheté le bouquin de Jeezy que je lis en ce moment, je savais que j'allais pas le traduire, sauf grosse surprise. Parce qu'en fait, Jeezy, en France, je te parle, c'est ultra spé. Ouais, c'est une niche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et acheter les droits, traduire un bouquin, transporter un bouquin, distribuer un bouquin, mettre en avant un bouquin, etc. C'est vraiment beaucoup de boulot. Ouais. Et donc, moi, j'aimerais, il y a énormément de bouquins que j'adorerais traduire, mais si c'est pour les vendre à personne, ça ne sert strictement à rien. Et est-ce que tu peux nous dire c'est qui le prochain ou la prochaine? Sur qui t'es? Est-ce que tu as déjà des vues? C'est pas que je veux pas te le dire, c'est qu'en fait, les contrats sont signés, mais j'ai pas encore enfin, les contrats sont signés, mais il y a encore des choses à régler d'un point de vue contractuel, donc j'ai pas envie de me tirer une balle dans le pied. Mais les 3 prochains bouquins d'Omax Books sont signés, et ça, je suis super fier de ça parce qu'on a toujours fait au fur et à mesure. Et là, j'ai réussi à négocier les 3 prochains bouquins. Ok. Des rappeurs? Des rappeurs et un qui n'est pas un rappeur, mais je te dis, tu vas griller direct. Donc voilà. Il n'y a pas de problème. Mais Alexis, tu traduis des livres des... Bon, je suis pas très dur à ça, mais livres des Américains, plus spécifiquement noirs américains. Est-ce que toi, tu devrais écrire un livre pour toi? Le 10e bouquin d'Omax Books sera mon bouquin. Ça, je peux donner un exclu. Le 10e bouquin d'Omax Books, j'ai décidé, c'est validé, je te l'annonce, comme ça, je peux plus reculer. Le 10e bouquin d'Omax Books sera mon bouquin où je vais expliquer comment j'ai toute l'aventure Omax Books. Donc, on est dans le vrai. Tout ce que je viens de te dire là par rapport à Rick Ross, par rapport à Issa, tout ce que je vis, toutes les galères, tous les problèmes, tous les bons moments, voilà, tout ça, je vais l'expliquer dans le 10e bouquin d'Omax Books parce que je pense que ça va boucler, tu vois, je bosse beaucoup par chapitre. Là, je viens de boucler ce que j'appelle la phase 1, qui correspond aux 5 premiers bouquins d'Omax Books. Là, on va lancer la phase 2, qui sont les 4 prochains bouquins. Et donc, tu vois, il y a déjà 3 de signés, donc ça va aller rapidement. Et le 10e sera le mien pour justement... Parce que je sais aujourd'hui, par rapport à ce que je vis avec eux, avec les bouquins, je sais à quel point l'exemple est important. Ouais. Tu vois, je sais à quel point c'était tellement loin de moi
de savoir comment sortir un bouquin. Il y avait tellement peu de gens autour de moi qui avaient écrit des bouquins, édité des bouquins. Alors là, ça n'existait pas, tu vois ce que je veux dire. Et je sais à quel point j'ai envie que la génération future soit au courant que oui, on peut le faire. Bah ouais, c'est important. Parce que c'est vrai que les Américains, c'est bien. On va dire que le modèle américain est quand même Et loin. je peux même te donner une deuxième exclue, c'est que le livre sera à la fois en anglais et en français. Oh, bien. Comme ça, au moins, je peux me balader partout dans le monde avec mon bouquin et le vendre à n'importe qui. Bah écoute, Dans le même bouquin. Je vais essayer de faire ça dans le même bouquin. t'as déjà commencé à écrire un peu? Non. Ah, Non, parce que j'ai trop de boulot. Voilà. Bah déjà, félicitations pour la démarche. Merci beaucoup. Toujours dans la transmission, comme je le disais C'est ça. avant. Et c'est très bien. Bah justement, en parlant de bouquins, la rubrique lecture, est-ce que tu peux recommander 3 livres, s'il te plaît? 3 livres. Ouais. J'ai commencé par mon livre de chevet, celui qui a commencé toute l'aventure. C'est le livre de Steve Stout, Qui s'appelle qui s'appelle The Timing of America, Ok. qui décrit comment l'Amérique. Il n'y a pas vraiment de traduction en français parce que tanning, c'est quand tu vas te bronzer. Enfin, tu vois, le bronzage de l'Amérique, c'est un peu bizarre, mais voilà comment l'Amérique s'est doucement laissé convaincre par la culture hip-hop. Et pour te résumer le sens du livre, il explique par exemple comment Russell Simons, le manager de Run DMC et le producteur de Run DMC, a fait venir les dirigeants d'Adidas au concert de Run DMC. Et Run DMC sur scène ont demandé à tous leurs fans de retirer leur Adidas et de les lever au ciel, tu vois. Et Adidas, les gérants d'Adidas n'avaient jamais vu ça. Et Run DMC est devenu le premier groupe, le premier, même pas la première signature, le premier sponsoring hors sportif de l'histoire d'Adidas. Et t'explique comme ça plein d'anecdotes et de son parcours à lui, comment il a réussi à faire ça. Et un autre truc intéressant, il explique qu'il a bossé il était à l'époque en maison de disques, il travaillait en maison de disques, et il a bossé sur la BO de Men in Black avec Will Smith, et il s'est rendu compte que Ray-Ban, donc avec les lunettes, et voilà, t'as vu le film, hein, l'importance des lunettes, il s'est rendu compte que Ray-Ban vendait plus de lunettes que eux vendaient de disques. Et il s'est dit, j'arrête de bosser dans la musique, je vais passer mes diplômes de marketing et de commerce, MBA, tout ça, etc., et de business, et je vais en fait vendre des lunettes. Tu vois, et donc voilà, tu vois, quand tu as ce genre de truc, voilà, c'est magique, quoi, comme bouquin. Ça, c'est le premier. Le deuxième? Le deuxième, je parlerai du livre de Monsieur Zobel. Je m'excuse 1000 fois, mais je n'ai plus son prénom. C'est un bouquin qui s'appelle Rue Cazenègre, qui a été adapté au cinéma par Rezan Palsi. Ouais. Valou en a parlé en venant ici. Voilà. Valou. Et ben c'est un film c'est un film et un bouquin qui m'ont marqué parce que je suis originaire de Marie-Galante, comme je l'ai dit, et c'est la première fois que je lisais un bouquin où en fait c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit avec sa grand-mère aux Antilles, en Martinique en l'occurrence, mais aux Antilles. Et c'est la première fois que je lisais un bouquin où je pouvais tout imaginer, du début à la fin. Parce que ce petit garçon, il vivait chez sa grand-mère, il passait par les champs de canne, il était au soleil, enfin voilà, c'était mes vacances, quoi. C'était ma vie avec mes grands-parents quand j'allais aux Antilles. Et c'est vraiment un bouquin qui très jeune m'a marqué. C'est profond ce que tu dis. Voilà, et vrai, je pense, tout en fait, depuis le départ, on parle d'identification, en fait. Et c'est le premier bouquin où je me suis identifié à un petit garçon, où en fait, je vivais ses aventures, quoi. Tu vois, je vivais ses aventures. Et d'ailleurs, c'est même un bouquin où je me souviens plus vraiment parce que j'étais assez jeune, mais j'ai été vraiment marqué et attristé. J'ai dû verser quelques larmes quand j'ai lu ce bouquin parce qu'il explique dans un des bouquins qu'il n'avait pas d'argent pour manger le midi et qu'il remplissait son ventre d'eau. Ça, c'est l'auteur qui dit ça? Ouais. Okay. Et il remplissait son ventre d'eau pour pas avoir faim, quoi. Et ça, c'est dans un autre livre? Non, c'est dans ce livre-là. Okay. Et je me dis, waouh, mais. Et tu vois, j'étais petit et je me suis dit, mais comment tu peux en arriver à ce point? Enfin, tu vois, ça m'a marqué parce que c'était moi dans le bouquin. C'était, tu vois, je m'identifiais et je me suis vu à la fontaine en train de boire de l'eau pour remplir mon ventre avant d'aller à l'école. Tu vois, tu t'identifies et j'étais vraiment triste. Donc, c'est vraiment un bouquin qui m'a marqué. Et le troisième bouquin,
troisième bouquin, franchement, le troisième bouquin, parce que j'ai lu tellement de bouquins comme tu t'en doutes. Le troisième bouquin, je vais pas citer celui de Jay-Z, ça serait trop facile. Après, tu peux, hein. Non, mais on va essayer d'en trouver un peu plus original. Le troisième bouquin, bah tu sais quoi, je vais te dire un bouquin que je n'ai pas encore lu, mais j'ai commencé à le lire et il m'a l'air très intéressant. Je vais citer le bouquin de Rick Rubin, qui est en fait le co-founder de Def Jam. Mhm. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est peut-être, on va dire, la prochaine étape de ma vie. Un peu plus loin, mais quand même. C'est un bouquin très spirituel sur... Rick Rubin, il faut savoir, hein, c'est un personnage, hein, c'est un grand blanc avec une grande barbe comme ça, qui vit aujourd'hui, après avoir fait fortune dans la musique, qui vit en faisant du yoga... très particulier. C'est ça ton futur. Non, mais je veux dire, lui est sorti du business pour l'aspect un peu plus spirituel. Et je pense que c'est ce qu'on fait une fois qu'on vieillit tous, tu vois. Donc, j'ai encore plein de choses à faire. Mais voilà, j'ai acheté son bouquin parce qu'il il a un podcast très spirituel. Il parle des artistes d'une manière aussi très, très profonde. Et pour ouvrir la page d'une prochaine étape, je pense que c'est un bouquin intéressant. Je n'ai pas encore lu, mais en tout cas, j'ai commencé à lire, il m'a l'air très intéressant. Très, très bien. Voilà. Très, très bien. Alexis, ici, l'autre, il repart avec un livre. Oh, bah c'est beau, bah je savais pas. Tout à l'heure, j'ai rigolé sur le lot quand on a joué au jeu. Bah, c'est très bien, alors. Eh bah, écoute, j'ai On un va livre faire un livre pour Max toi. Books au moins. Non. J'ai un livre pour toi, j'espère que tu ne l'as pas. Est-ce que tu peux l'ouvrir devant la caméra et dire le titre, s'il te plaît? Attention, hein, parce que j'ai beaucoup de livres. Hein. Franchement, si ça tombe sur un livre que je n'ai pas, c'est beau. Alors, On a prévu le coup. on va voir, on va l'ouvrir. Tu sais quoi, je vais faire comme dans les cadeaux, je vais pas regarder et je vais le regarder directement face cam. Alors, Showmaker, Ah non, bah tiens, merci beaucoup. Je t'en prie. Parce que j'ai bien entendu lu celui sur Nike. Ouais. Voilà, bien entendu, de Phil Knight. Et en fait, sincèrement, je suis très content parce que j'aurais jamais acheté celui sur Reebok. Ah, ok. Tu vois, parce que voilà, Reebok marque, on va dire, la troisième marque, entre guillemets, après Adidas à l'époque, tu vois. Et j'aurais pas eu l'idée, mais je pense que ça va être très intéressant parce que justement, Reebok a été leader, puis challenger, puis est tombé. Là, j'ai vu que je crois, l'avait racheté dernièrement. Ouais, je crois qu'il y avait un truc. Shaquille O'Neal l'avait racheté, donc c'est une marque j'adore ça, ce genre de tu vois, de levée, de descente aux enfers, de remontée, etc. Donc vraiment merci parce que c'est pas une marque avec laquelle j'ai un affect, donc j'aurais pas acheté le bouquin. Et c'est ce genre de cadeau qui est sympa. C'est-à-dire que quand t'as un cadeau que t'aurais pas acheté mais qui t'intéresse à fond, et ben c'est les meilleurs cadeaux. Ah bah écoute. Parce que ça aurait été facile de m'offrir un livre sur Jay-Z par exemple. Ouais, bah mais oui. sûrement je l'avais déjà, tu vois ce que je veux dire. Donc franchement, merci beaucoup, je suis très content. Je t'en prie, écoute. Je suis très content. J'avais peur que tu l'aies déjà, c'est pour ça que Non. Très très bien, franchement, merci. Je t'en prie. On s'est renseigné un petit peu pour savoir si c'était convenable. Et ben c'est nickel, merci beaucoup, très bon choix. Je t'en prie. Je le montre à la caméra, merci beaucoup. Tac, voilà. J'ai deux dernières questions. Dis-moi. Alors, Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde, quelqu'un de sympathique, de drôle. Ouais. Je te pose la question, comment toi t'aimerais qu'on se souvienne de toi? Moi, j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui n'a jamais arrêté. Quand Royal Wear s'arrête, c'était à cause d'embrouilles en interne au niveau des dirigeants, mais c'était une marque leader sur son marché, et j'ai fait autre chose, j'ai été faire des événements. Quand j'ai décidé d'arrêter Hip Hop Love Soul, je suis au Bataclan, la salle est remplie, c'est incroyable, c'est vrai, on gagne de l'argent, c'est vraiment cool, on fait des concerts au Stade de France, au Zénith, etc. Mais l'événementiel ne me parle plus, personnellement, donc j'ai décidé d'arrêter. Quand j'ai décidé d'arrêter les agences et de tout restructurer autour du groupe, on bosse avec Alpha One, avec A2H, avec plein de stars, tout ce que tu veux, des Américains, etc. Mais je considère que c'est plus à moi de faire ça, donc je vais faire autre chose. Et en fait, c'est ça surtout, c'est ce que je retiens sur ce premier bilan de ma carrière,
c'est que tu m'as jamais... Je veux vraiment qu'on garde le moi, l'idée de quelqu'un qui ne s'est jamais assis sur un savoir-faire et qui n'a jamais tenté des nouvelles choses. Tu vois, aujourd'hui, si au Maxbook ça fonctionne très bien, si demain je devais faire autre chose, ça veut pas dire que j'arrêterai au Maxbook, mais ça veut dire que je ne m'empêche rien. Et moi, je veux pas qu'on se souvienne de moi comme le plus grand ceci. Ça m'intéresse pas. Je veux pas être le plus grand producteur de soirée quand j'en faisais, tu vois, parce que je veux dire, je l'ai fait. On a été au bout, on a été au Stade de France, on a fait plein de choses. Les étapes. On passe à autre chose. Ouais, voilà, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Vie. La remise en question et le fait de devoir tout le temps recréer des nouvelles choses. Vive ta vie à fond, quoi. Exactement. D'accord. Voilà. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh ben, franchement, ça va être une formule très basique, mais je pense que dans le monde dans lequel on vit et avec tout ce qui se passe en ce moment de négatif, je pense qu'une longue vie, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de sens aujourd'hui. Quand on voit de quelle manière les gens souffrent, quand on voit de quelle manière le monde est déstabilisé par des dirigeants qui mettent en avant d'abord leur intérêt avant l'intérêt de la population, je pense que simplement une longue vie, je te jure qu'aujourd'hui, tu vois, avant ça se disait, comme tu disais bonjour, ouais, longue vie à toi, etc. Tu vois. Mais franchement, sincèrement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je pense qu'une longue vie, c'est pas mal. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci en tout cas, beaucoup. Alexis, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi, c'était très intéressant. Bah écoute, merci. C'était Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses et éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.